Calculons donc les pentes des 5 frontières de potentiel grâce à la formule de Nernst. Commençons par la première. La frontière Fe2 plus Fe, qui correspond donc à la demi-équation redox, Fe2 plus 2 électrons donne Fe. À la frontière, par définition de la concentration de travail, on sait que Fe2 plus vaudra C0. Donc si on applique Nernst à ce couple redox, on a E qui sera égal à E standard plus 0,06 sur 2 log de la concentration en Fe2 plus. Or, la concentration en Fe2 plus valant C0, E c'est E standard plus 0,03 log de C0, donc c'est moins 0,47 volts. On voit ici que le potentiel de ce couple, quand on est à la frontière, eh bien c'est une constante, moins 0,47 volts, donc ici on aura une frontière horizontale qui ne dépend pas du pH. Maintenant, intéressons-nous à la deuxième frontière, celle du couple FeOH2 fois Fe. Ici, la demi-équation redox, c'est FeOH2 fois plus 2H plus 2 électrons donne Fe plus 2H2O. Si on se place à la frontière et qu'on applique Nernst, on va avoir E égale E standard du couple FeOH2 fois Fe, plus 0,06 sur 2, log de, et ici, si je regarde les oxydants, ça c'est un solide, donc ça a une activité de 1, H+, fait partie des oxydants ici, donc H+, au carré, puisqu'il a un coefficient 2, les électrons on ne les met pas, et pour les réducteurs, le fer a une activité de 1, et l'eau a une activité de 1, puisque c'est le solvant aussi. Donc finalement, il ne nous reste plus que 0,06 sur 2 log de H+ carré. Ce qui nous fait donc E standard, moins 0,06 pH. Alors pourquoi? Parce que log de H+ carré, on peut sortir le carré pour faire 2 log de H+, qui se simplifie avec le 1,5 qui était là. Et ensuite, la définition de pH étant moins log de H+, et bien du coup, on a moins 0,06 pH. On voit ici que quand on est à la frontière entre FeOH2 et Fe, le potentiel obéit à une loi affine, avec une constante, moins une certaine pente, de 0,06 ici, fois le pH. Alors si on veut avoir l'équation complète de cette frontière, il nous faut connaître le potentiel standard FeOH2 Fe, il n'est pas donné dans l'énoncé, donc pour le connaître, on va utiliser ce qu'on appelle la continuité du potentiel. Ici, l'idée, c'est de dire que on avait calculé précédemment que cette frontière, elle était à pH 7. Comme on connaît le pH de cette frontière, eh bien, on peut dire que quand on est exactement à pH 7, on est à la fois à la frontière Fe2 plus Fe et à la frontière FeOH2 fois Fe, puisqu'on est en fait pile entre ces deux domaines-là. Donc, quand on est pile à pH 7, on a à la fois le potentiel, on sait qu'il va forcément valoir moins 0,47 volts, puisqu'on est à la frontière Fe2 plus Fe, et on sait qu'il va aussi obéir à cette loi-là, E standard FeOH2 Fe moins 0,06 fois le pH, puisqu'on est à la frontière FeOH2 Fe. Autrement dit, en écrivant cette égalité, on peut retrouver le potentiel standard, qui vaut ici moins 0,05 volts. À la frontière, donc FeOH2 Fe, on peut dire que l'équation du potentiel pour cette frontière, ce sera potentiel E égale moins 0,05 moins 0,06 pH. Et donc on a bien une frontière qui va être inclinée avec une pente de moins 0,06. Alors maintenant, vous pouvez continuer pour les trois autres frontières, hein, Fe3 plus Fe2 plus, FeOH3 Fe2 plus, FeOH3 FeOH2, en utilisant les mêmes méthodes. Et comme ça, ça va vous entraîner à bien comprendre comment fonctionne donc cette méthode pour trouver les équations des autres frontières. Essayez de le faire vous-même donc sur une feuille, de refaire déjà toute la méthode depuis le début pour bien la comprendre, et puis ensuite de continuer en faisant ça. Je vais donner les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Donc pour la frontière Fe3 plus Fe2 plus, on écrit la demi-équation redox, Fe3 plus électron donne Fe2 plus. À la frontière, comme on a une frontière entre deux espèces en solution ici, on peut dire que leurs concentrations sont toutes les deux égales à la concentration de travail. Donc quand on fait Nernst, on se retrouve avec E égale E standard Fe3 plus Fe2 plus 0,06 log de Fe3 plus sur Fe2 plus, les deux concentrations étant égales, ce log vaut 0, E égale E standard égale 0,77 volts. Pour la frontière maintenant FeOH3 Fe2 plus, on écrit la demi-équation redox, qui est ici, et quand on applique Nernst, on se retrouve avec E égale E standard FeOH3 Fe2 plus 0,06 sur 3, plus 0,06 sur 1, log de la concentration en H+, au cube, autrement dit, E standard moins 0,18 pH. Ici, on ne connaît pas ce E standard, on peut utiliser pourtant la continuité, puisqu'on sait que quand on est à la frontière verticale entre Fe3+, et FeOH3, à pH 1,77, eh bien, on a le potentiel qui vaut à la fois 0,77 volts et E standard moins 0,18 volts,
moins 0,18 pH, pardon. Autrement dit, on peut retrouver le E standard FeOH3 Fe2+, qui vaut 1,07 volts. On arrive donc à l'équation E égale 1,07 moins 0,18 pH. Et enfin, pour la dernière frontière, FeOH3, FeOH2, petite erreur ici, FeOH3, FeOH2, on a cette équation-là. Avec le potentiel de Nernst, on obtient une loi affine avec un potentiel standard qu'on ne connaît pas. Mais avec la continuité à pH 7, on peut dire que à pH 7, le potentiel qui vaut du coup moins 0,19 volts grâce au calcul avec la frontière FeOH3, Fe2+, il vaut aussi E standard moins 0,06 fois 7. Autrement dit, on peut calculer le E standard de FeOH3, FeOH2 qui vaut 0,23 volts. Et on obtient cette équation pour la frontière FeOH3, FeOH2, E égale 0,23 moins 0,06 pH. In fine, on peut donc tracer le diagramme. On sait que pour la frontière Fe2+, Fe, on a une frontière verticale. Ensuite, quand on arrive à pH 7, on a une frontière qui descend avec une pente de moins 0,06 pH pour FeOH2, Fe. Et de la même façon pour le passage de 2 à 3, Fe3+, Fe2+, c'est une frontière horizontale à 0,77 volts. Ensuite, FeOH3, Fe2+, on a une frontière à moins 0,18 pH. Et puis FeOH3 et FeOH2, on a une frontière à moins 0,06 pH de pente. Et donc voilà ici le diagramme potentiel pH complètement construit. Essayez de le tracer vous-même en réutilisant toutes les lois affines. Et vous allez voir que vous obtenez un diagramme potentiel pH comme ceci. On passe maintenant au diagramme potentiel pH de l'eau. Alors attention, le diagramme potentiel pH de l'eau, il faut le retenir par cœur, il faut savoir le refaire. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vous demander presque sans aucune donnée. Parce que c'est vraiment très utile. Dès qu'on regarde la corrosion des métaux, on a besoin du diagramme potentiel de l'eau. Dès qu'on travaille en solution aqueuse, il faut savoir comment l'eau, évidemment, intervient. Alors l'eau, c'est un ampholyte redox, c'est-à-dire qu'il appartient à deux couples redox. Le couple H2O, H2, qui peut aussi être noté H plus H2, qui a un potentiel standard à retenir, donc H plus H2 égale 0 volts, puisque c'est la référence. Le couple O2, H2O, qui lui a un potentiel standard de 1,23 volts. C'est bien de le retenir, ce potentiel standard, sachant que c'est facile, mais ça fait 1, 2, 3. Donc 1,23 volts. Alors si on veut tracer donc ce diagramme potentiel pH, vous pouvez le faire vous-même. Il faut d'abord faire l'inventaire des espèces et faire un diagramme primitif, puis calculer les pentes des couples redox. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Alors, faire l'inventaire des espèces étudiées et le diagramme primitif. Il y a quand même une particularité pour le diagramme de l'eau, c'est que les trois espèces ici, donc des couples de l'eau, c'est H2, H2O et O2. Alors quand je passe de H2 à H2O, en fait ici dans H2, le nombre d'oxydation de l'hydrogène c'est 0, et dans H2O, le nombre d'oxydation de l'hydrogène c'est plus 1. Autrement dit, on voit que c'est bien une oxydation, j'ai augmenté le nombre d'oxydation de l'hydrogène. Quand par contre je passe de H2O à O2, on ne voit plus les hydrogènes ici, en fait c'est l'oxygène qui change cette fois de nombre d'oxydation, puisque dans O2, son nombre d'oxydation c'est moins 2, petite erreur ici, et dans O2, son nombre d'oxydation c'est 0. Donc ce qui est particulier avec les couples de l'eau, c'est que d'habitude quand on fait un diagramme potentiel pH, il y a un seul élément qui change de nombre d'oxydation. Dans le cas du fer, on avait fer 0, fer 2, fer 3. Alors que pour l'eau, c'est particulier parce que c'est là on passe de hydrogène 0 à hydrogène plus 1, et ici de oxygène moins 2 à oxygène 0. Donc en fait c'est deux éléments différents. Mais bon, tout ça on appelle ça un seul diagramme potentiel pH, celui de l'eau. Les couples redox, on peut les écrire. Donc le couple O2, H2O, c'est O2 plus 4H plus 4 électrons donne 2 H2O. Le couple H2O, H2, il est assez particulier, parce que si j'écris le couple H2O, H2, j'équilibre, et pour équilibrer, je dois rajouter encore un H2O, puis 2H plus, 2 électrons, et ce qui fait que les H2O se simplifient. Donc en fait, le couple H2O, H2, comme H2O se simplifie dedans, ça correspond au couple 2H plus 2 électrons donne H2, et c'est pour ça que souvent on l'appelle le couple H plus H2. En fait, le couple H plus H2 et le couple H2O H2, c'est la même chose. Alors une fois qu'on a fait ça, on a un diagramme primitif ici, pas besoin de calculer de frontière verticale puisqu'il n'y a pas de frontière verticale ici. Donc ça c'est le diagramme primitif. Et maintenant, on va calculer les pentes de ces deux frontières redox en utilisant la formule de Nernst. Alors là c'est pas très compliqué, je vous laisse le faire. On a les demi-équations redox ici, on applique Nernst et puis on obtient les pentes.
Mettez pause sur la vidéo, faites-le vous-même et je donne le résultat dans quelques instants. Pour la frontière, donc H2O, H2, dont la demi-équation redox est 2H+, plus 2 électrons donne H2. Avec Nernst, on a E égale E standard H plus H2, plus 0,06 sur 2, log de la concentration en H+, au carré. Pourquoi H2 n'apparaît pas? Parce qu'il y a une convention dans les diagrammes potentiels pH qui dit on considère que chaque gaz est à la pression standard à la frontière. Donc du coup, son activité vaut 1, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Ça nous fait donc, comme le potentiel standard ici vaut 0, ça nous fait E égale moins 0,06 pH. C'est bien de la retenir par cœur, mais surtout de la comprendre et de savoir la retrouver, cette frontière. Pour la frontière O2, H2O, donc la demi-équation c'est O2 plus 4H plus 4 électrons donne 2H2O. À la frontière, j'applique Nernst. J'aurai E standard O2, H2O plus 0,06 sur 4 log de H plus puissance 4. Là encore, O2 n'apparaît pas parce que son activité vaut 1, vu que c'est un gaz, on considère qu'il a une pression P standard. Et puis H2O n'apparaît pas parce que c'est le solvant, donc activité 1 aussi. Autrement dit, on a E égale 1,23 moins 0,06 pH. Pareil, c'est bien de la retenir. Et donc, ça nous donne le diagramme de l'eau avec O2, H2O à 1,23 moins 0,06 pH, donc une pente qui descend. Et puis H2O, H2, 0 moins 0,06 pH qui descend ici, superposé ici au diagramme du fer. Maintenant qu'on a vu comment construire un diagramme potentiel pH, on va voir comment l'utiliser pour prévoir un certain nombre de choses, prévoir des réactions, retrouver des constantes thermodynamiques dans la suite de ce cours. Petit d, stabilité thermodynamique des espèces dans l'eau et dans l'air. L'idée ici, c'est d'utiliser les diagrammes potentiels pH pour prévoir la stabilité thermodynamique d'une espèce dans l'eau. Et donc pour ça, il suffit de superposer le diagramme potentiel pH de cette espèce avec le diagramme potentiel pH de l'eau. Je rappelle la règle pour prévoir des réactions spontanées que nous avons déjà vues en révision lorsqu'on lit des diagrammes potentiels pH. Deux espèces qui ont des domaines de stabilité disjoints vont réagir l'une sur l'autre spontanément selon la thermodynamique. Bien sûr, on a vu en spé là que ça ne veut pas forcément dire que la réaction sera rapide. On n'a pas d'informations sur la cinétique, mais au moins on sait que la réaction, elle est thermodynamiquement favorisée. Alors appliquons cela ici avec le diagramme du fer. Donc ici les traits rouges là, qu'on a superposé avec le diagramme de l'eau, les traits noirs, avec le domaine de prédominance de l'eau qui est en rose. Comment évolue le fer quand on est dans de l'eau désaérée à pH basique? Alors de l'eau désaérée, ça veut dire de l'eau qu'on a fait bouillir ou alors dans laquelle on a fait éventuellement buller un gaz inerte pour retirer tout l'air qui était dedans. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène dissous dans l'eau. Normalement, il n'y a plus d'azote, sauf si on a fait buller de l'azote, mais en tout cas, il n'y a plus d'espèces réactives dans l'eau. Donc, ce qui veut dire que le fer va réagir uniquement avec l'eau et pas avec le dioxygène qui pourrait être dissous dans l'eau naturellement. Alors, si j'applique donc la règle, ça, c'est le domaine donc de stabilité de l'eau, qui est colorié en rose. En blanc, en bas, là, on a le domaine de stabilité du fer. On voit que leurs deux domaines de stabilité sont disjoints, puisqu'ils ne se recouvrent pas. Autrement dit, on peut prévoir que l'eau qui est au-dessus du fer va l'oxyder. Elle-même, elle va donc être réduite et être transformée en H2, qui correspond au réducteur de ce couple, H2O, H2. Donc l'eau va être réduite en H2, et le fer, lui, va être oxydé, donc il va monter d'un cran dans ses nombres d'oxydation. Alors comme on est en pH basique, il va être oxydé en FeOH2, puisqu'on est à un pH au-delà de 7. Le fer, en montant, il est oxydé en FeOH2. Ensuite, FeOH2, lui, par contre, on voit qu'il est, on voit que son domaine de stabilité, qui est ici, se recouvre avec le domaine de stabilité de l'eau, donc il n'y a pas de réaction entre FeOH2 et H2O. Alors, en appliquant le même raisonnement, prévoir comment évolue le fer dans l'eau désaérée toujours, mais cette fois à pH acide. Alors, je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne le résultat dans quelques instants. Donc ici, l'eau et le fer à pH acide ont également des domaines disjoints, sauf que cette fois, le fer va être oxydé en Fe2+, et non plus en FeOH2, puisqu'on est sur un pH inférieur à 7. Fe2+, maintenant, lui, par contre, a un domaine qui se recouvre avec celui de l'eau, donc pas de réaction. La suite dans la partie 3.